panélistes qui sont là et merci de nous donner l'occasion de pouvoir échanger sur quelque chose qui est relativement fondamental, relativement nécessaire. Et je pense que quand on est africain, qu'on se sent panafricaniste, on est souvent interrogé sur d'où on vient, qu'est-ce que l'on laisse à nos générations futures, qu'est-ce que nos aînés nous ont laissé. Mais tout à l'heure, Pape, tu disais que effectivement l'Afrique bouge, mais l'Afrique bouge dans un monde en mutation qui est un monde en mutation assez rapide. Dans ce monde en mutation assez rapide, il est donc, à mon avis, primordial et nécessaire de comprendre et de considérer l'héritage ancestral non pas comme une sorte de relique du passé, mais de la prendre pour ce qu'elle est. Et pour moi, pour ce qu'elle est, ça reste une boussole. Ça reste une boussole pour l'avenir. Mais qui dit héritage dit évidemment patrimoine. Mais lorsque l'on parle de patrimoine, on parle aussi nécessairement du bien matériel ou du bien immatériel. Et dans cette optique-là, on a en Afrique en tout cas, et singulièrement au Sénégal, pas mal de biens matériels. Vous avez les monuments, vous avez les sites, les paysages culturels, vous avez les objets d'art, évidemment, mais vous avez aussi toute la palette de ce qui compose le bien immatériel. Dans cette palette-là, vous y retrouvez les langues, vous y retrouvez les dialectes, vous y retrouvez les savoir-faire, vous y retrouvez les coutumes, les folklores, vous y retrouvez les plats culinaires qui, au-delà de l'aspect du goût, c'est aussi un vrai folklore, quelquefois un festival, on dit bien un festival culinaire. Et donc, tout ceci, en tout cas, pour moi, permet évidemment l'établissement d'un lien entre les générations. C'est pour moi le patrimoine culturel qui constitue aussi ce lien entre les générations. Évidemment, le préserver, donc préserver ce patrimoine, c'est aussi un moyen de renforcer le dialogue entre ces générations, mais c'est aussi la capacité de pouvoir bien souvent construire une forme de société ou des formes de société un peu plus solidaires. Je crois que le thème qui a été retenu cette année dans le cadre de cette journée mondiale de la culture doit nous inviter à considérer que les traditions, qu'elles soient africaines, afro-caribéennes, ce que vous voulez, en tout cas que les traditions et que les héritages ne doivent pas être des archives figées. Et ça, Pape le disait tout à l'heure, l'Afrique bouge, le monde est en mutation assez rapide, donc on n'a pas à figer ces héritages. Elles sont, à mon avis, au contraire, une sorte de flux vivant, des flux vivants qui vont circuler entre les générations et qui vont d'ailleurs façonner notre présent et nous aider à inventer un avenir qui sera ancré finalement dans nos propres racines. Je pense que c'est comme ça, enfin moi c'est comme ça que je l'ai abordé. D'ailleurs, en parlant de ça, on note aussi que ce phénomène-là, on ne le voit pas non plus, enfin, on ne le voit pas seulement que dans le monde africain, puisque la conservation d'un certain nombre de cultures anciennes que l'on a pu qualifier de monuments historiques, ça a été un enjeu d'abord politique et social, d'abord en Europe, on le voit à partir du XVIe siècle, et on voit que en Afrique, en tout cas singulièrement au Sénégal, la préservation de ces héritages, c'est aussi une réponse à des défis sociaux, à des défis économiques, à des défis identitaires. Et donc, ce n'est pas seulement un devoir de mémoire. Je crois qu'il faut aussi qu'on se dise ça entre nous. Pour moi, la préservation de notre patrimoine culturel, de notre héritage, c'est aussi une réponse à des défis sociaux que nous traversons, à des défis économiques et des défis identitaires d'aujourd'hui. On le voit, ça a été, sur cette question, ça a été une question d'actualité dans beaucoup de pays, on l'a vu, dans beaucoup de pays africains, des pays qui ont été en crise, le Mali, le Soudan, la Somalie, le Niger, récemment au Nigeria, encore plus récemment dans d'autres pays, l'Afghanistan, la Syrie, tout ça, c'est quelque chose qui se manifeste. Alors pour en revenir à l'exemple du Sénégal, moi j'ai choisi d'aborder
la préservation, en tout cas, du patrimoine culturel et sa promotion au Sénégal à l'aune finalement d'une dynamique ou des dynamiques contemporaines. Et pour ça, je suis un peu remonté à trois grandes étapes. D'abord, il y a eu la première étape, en tout cas les premiers jalons, quoi que l'on puisse en dire et quoi que l'on puisse critiquer, et je suis le premier à critiquer. On a eu d'abord la question de l'appropriation du patrimoine culturel par des politiques, et notamment par Léopold Sédar Senghor, qui a impulsé, quoi que l'on puisse dire, une politique assez volontariste d'identification et d'appropriation culturelle. Je crois que à travers sa manifestation de ses poèmes, son oralité et son souci de toujours vouloir mettre les nombreux dialectes et les nombreuses langues communautaires au Sénégal, ça a pu participer à un moment donné à asseoir en tout cas l'identité d'une nation, parce que c'est de ça dont il s'agissait, c'était revoir la politique de la nation, en tout cas l'identité de la nation à l'ère du post-colonialisme et en prenant en compte nos propres réalités. Et donc, on a là, avec cette première époque, on a la nouvelle identité de la nation indépendante, qui n'est plus celle uniquement fondée sur le système colonial, mais qui va s'appuyer sur ce que nous avions, ce que les traditions aristocratiques, ces traditions pouvaient nous permettre, en tout cas, d'asseoir cette identité, et non plus d'être sur des valeurs identitaires qui étaient marginalisées par la colonisation. On a évidemment, dans cette période-là, une nouvelle symbolique nationale qui va se substituer à celle qu'avait imposée le colonisateur français, et ça s'est manifesté à travers pas mal de choses. On a, par exemple, à ce moment-là, l'instauration d'une nouvelle devise, par exemple. Un peuple, un but, une foi. On a l'instauration du nouveau drapeau, on a le nouveau sceau de la République qui se met en place avec la symbolique du lion, ce qui n'était pas évidemment le cas, la symbolique du lion, de l'étoile, du baobab. Je parle là du Sénégal, je reste vraiment circonscrit à ce pays. On a là aussi une autre manifestation qui se fait par l'hymne national et l'hymne de la jeunesse, qui sont deux hymnes qui sont rédigés par le président, à l'époque le président poète Senghor. Et donc tout ça participe, voilà, de ces symboles qui renvoient au terroir, qui renvoient aux divers systèmes de pensée, de croyance, qui renvoient aux ancêtres. On parle de la bravoure, on parle des héros, on parle des esprits de bienveillance. Et c'est comme ça que ces nouvelles, en tout cas que la nouvelle symbolique nationale, c'est comme ça que les autorités se réapproprient les moments historiques et les identités et les insignes sociaux, culturels locaux. Je disais tout à l'heure que le président poète Senghor va aussi valoriser et va permettre, en tout cas va œuvrer en faveur de la promotion des langues nationales. Je crois que c'est sous Senghor d'ailleurs qu'on voit la codification de l'enseignement de 6 d'entre elles. Pour ceux qui sont sénégalais, vous les connaissez. Vous avez le Wolof, vous avez le Sérère, vous avez le Pulaar, vous avez le Diola, vous avez le Manding, vous avez le Soninké. À l'heure actuelle, vous avez encore par exemple une manifestation des journaux télévisés qui se font en langue nationale et qui se font en langue locale. Donc il y a cette appropriation de pouvoir transmettre aussi notre patrimoine culturel à travers l'oralité, à travers le folklore, et Dieu seul sait si au Sénégal il y en a. Senghor n'a pas été évidemment le seul à pouvoir le faire, en tout cas le seul à pouvoir impulser ça, puisque après lui il y a eu un autre président qui, bien que son mandat ait été traversé par un certain nombre de crises économiques, parce que je rappelle que c'est sous la présidence d'Abdou Diouf, par exemple, que nous voyons la dévaluation du franc CFA. Ça arrive sous évidemment Abdou Diouf, et malgré ces contraintes économiques, on voit aussi que Abdou Diouf essaye de valoriser et de promouvoir en tout cas le patrimoine à la fois matériel et immatériel
du Sénégal. On a avec Abdou Diouf une autre conception évidemment de ce phénomène, en tout cas de ce concept, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une véritable volonté politique de mettre en place une véritable identité culturelle par le patrimoine qui nous a été légué par nos ancêtres. Vous avez après la période d'Abdoulaye Wade, et je vais m'arrêter à ces trois présidents-là, puisque Abdoulaye Wade va incarner cette idée du panafricanisme au sens large du terme, avec des monuments, avec une volonté en tout cas d'asseoir cette culture africaine dans tout ce qu'il va entreprendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement vous dire que au regard de ça, moi la question que je me pose aujourd'hui, puisque je disais qu'il fallait recentrer ça à l'aube de dynamique contemporaine, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on peut les préserver. Évidemment, quand on pose cette question, il faut se rappeler que le Sénégal, enfin l'Afrique, particulièrement le Sénégal et d'autres pays, vont subir à la fois les effets de la mondialisation, les effets de la globalisation, l'urbanisation, et vous avez aussi une forme de déconnexion de certaines générations qui ne sont pas assez imprégnées de ces racines. C'est tout l'enjeu, en tout cas, de pouvoir aujourd'hui préserver ces héritages, parce que quand vous prenez par exemple l'importance, en tout cas quand vous essayez de regarder l'importance et la richesse de ces héritages, on voit que ça permet par exemple d'avoir une forme de soutien identitaire. Vous avez les héritages ancestraux qui offrent une base commune, une identité partagée qui transcende les générations. Au Sénégal, vous avez l'exemple par exemple des griots, les récits des griots qui rappellent bien souvent les valeurs de courage, de solidarité, de bienveillance. Ils peuvent aussi servir à des manuels de vie où les aînés nous transmettent non seulement des savoirs mais aussi des valeurs morales et des leçons de vie. On voit ce phénomène dans pas mal de pays africains. Les échanges intergénérationnels ne sont évidemment pas qu'un enrichissement culturel, mais c'est aussi une opportunité, je le disais tout à l'heure, pour bâtir une société plus solidaire, plus inclusive. Là aussi, un exemple flagrant que vous pouvez voir en Afrique, mais singulièrement au Sénégal, vous avez les ateliers de poterie, les ateliers, les tanneries, vous avez les tisserands, des ateliers où les jeunes apprennent des techniques traditionnelles comme la peinture ou la poterie. Et d'ailleurs, prenez beaucoup aujourd'hui de designers sénégalais, par exemple, de grands créateurs sénégalais, qui vont rechercher ces techniques-là et qui en font un business, tout en valorisant ce que leur a légué leur ancêtre. Donc je trouve que c'est magnifique. Je dis ça, je regarde madame, ce qu'elle porte, ce qu'elle porte, ça, typiquement, c'est voilà, c'est quelque chose d'ancestral. C'est un travail, voilà. Ce que portait tout à l'heure votre manteau, c'est la représentation de ce que je suis en train de dire. Donc, je crois que c'est important et ça permet, encore une fois, de bâtir cet enrichissement culturel. Et puis ça renforce aussi, il y a la question de l'innovation par la tradition. Ce que vous portez là, c'est finalement ni plus ni moins que le résultat d'une tradition et d'une modernité qui donne naissance à un certain nombre de sens, à un certain nombre d'innovations assez porteuses de sens. Un autre exemple, pas que vestimentaire, mais vous avez aussi l'exemple de la musique. Tout à l'heure, on a vu ici des artistes qui ont utilisé des instruments de musique assez traditionnels. Quand je prends le cas du Sénégal, vous avez la kora. Cet exemple-là, aujourd'hui, vous avez la modernisation des instruments comme la kora, utilisés dans beaucoup de genres contemporains. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, mais je vous invite à la découvrir, vous prenez par exemple une artiste gambienne qui s'appelle Sona Diobarté. Sona Diobarté, c'est la seule femme, par exemple, qui manie la kora. Il faut savoir que c'était un instrument qui était réservé à la jante masculine et aux mandingues. Allez voir Sona Diobarté et la manière dont
s'approprie la Kora et les sons de la Kora, on voit bien qu'on est là dans une alliance entre la tradition et la modernité qui donne sens et qui donne elle-même sens à sa vie. Donc je pense que c'est assez important. Dernière chose, vous avez aussi le rôle évidemment des jeunes dans des jeunes générations, puisque finalement c'est eux qui doivent être au centre de ce processus. C'est eux qui doivent pouvoir utiliser leurs compétences modernes. Moi, je pense notamment aux outils numériques. Tout le monde ici connaît Spotify, tout le monde connaît Deezer, mais est-ce que quelqu'un sait que par exemple au Sénégal, il y a eu une réflexion qui a été portée très récemment par des jeunes qui ont voulu, notamment pour restaurer la mémoire de Yandé Kodou, voilà, la griotte historique de Léopold Sédar Senghor, pour valoriser et pour permettre à ce que ces enfants, ces petits-enfants et ces descendants puissent aussi conserver l'héritage de leurs aînés, ils ont réfléchi à un concept de numériser aussi ces morceaux et de numériser aussi sa tradition orale, puisque c'était, je le rappelle, la première griotte et la griotte fidèle de Léopold Sédar Senghor. Donc je pense qu'il y a aussi un travail que les jeunes générations, en tout cas, doivent faire. Il y a la question aussi de la reconnexion avec le patrimoine, puisque l'enseignement culturel qui est donné dès le plus jeune âge, à mon avis, est essentiel pour que les jeunes s'approprient ces trésors et puissent les adapter à leur réalité. Une fois que j'ai dit ça, il faut envisager, je suis un peu long, désolé, mais les défis. Les défis, tout le monde les connaît. Les défis, aujourd'hui, on est confronté à une forme de migration des villes, migration des jeunes vers les villes, migration des jeunes à l'étranger, et c'est là que se crée la rupture dans la chaîne de transmission. C'est là que se crée la rupture dans la chaîne de transmission, parce que je considère que l'influence aussi de la mondialisation entraîne une forme de dévalorisation des pratiques locales. Je crois que c'est important de soulever ces défis-là, parce que c'est des défis auxquels sont confrontés tous ces pays qui ont une grande tradition orale, spirituelle, culinaire, tous ces pays qui ont ces héritages, qui ont ce patrimoine immatériel, qui ont ce patrimoine matériel, sont confrontés, en tout cas, les générations sont confrontées à ce défi auquel il faut répondre. Il faut répondre comment ? À mon avis, en créant des espaces d'échange intergénérationnel, et je remercie en tout cas cette opportunité que nous avons aujourd'hui de pouvoir en discuter, créer des échanges intergénérationnels soutenus par des institutions. L'occasion aussi de remercier en tout cas le président fondateur et tout ce qu'il a mené auprès de l'UNESCO pour que cette journée puisse se tenir, en tout cas puisse être gravée dans le mémoire. Et puis, je crois qu'il faut aussi savoir utiliser nos nouvelles technologies pour documenter et partager nos traditions, parce que évidemment la tradition, pour moi, encore une fois, ne peut pas être un reliquat du passé. Ça ne peut et ça ne doit être qu'une boussole pour l'avenir qui façonne notre présent et qui nous aide à comprendre notre propre existence. Bon, merci beaucoup.